Je me révolte, donc nous sommes, écrit Albert Camus. La dignité du masculin provient de la conscience de l'injustice sur laquelle il repose. Les hommes pourraient en tirer un sentiment d'appartenance plus puissant que les blagues de vestiaire. Les justes sont d'abord des révoltés, de protester contre eux-mêmes et le sort qu'ils se sont réservé, avant de participer aux luttes communes. C'est ainsi que, social-démocrate, je m'efforce d'inventer une utopie qui s'appelle la justice de genre. Yvan Jablonka, Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités, édition du Seuil, 2019. Yvan Jablonka, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous en direct de Paris pour ce nouveau chapitre de notre émission Hétérotopie, un auteur, un livre, un débat. Et avant d'entamer la présentation des thèses que vous développez dans votre nouvel ouvrage, Des hommes justes, qui a pour sous-titre Du patriarcat aux nouvelles masculinités, dont je viens de citer un passage, ce livre manifeste, c'est comme ça que je l'ai lu, comme un appel à libérer non pas uniquement les femmes, mais aussi et surtout les hommes du patriarcat au travers de l'invention de nouvelles masculinités, comme vous dites. Permettez-moi de vous présenter brièvement à nos internautes. C'est important pour comprendre un peu le sens de cet ouvrage, puisqu'il s'inscrit dans une œuvre. Et c'est ça qui nous importe. Donc, vous êtes historien, vous êtes aussi écrivain, professeur d'histoire à l'Université de Paris 13. Vous êtes par ailleurs co-directeur de la collection La République des idées aux éditions du Seuil avec Pierre Rosanvallon et rédacteur en chef de La vie des idées, que vous définissez, ce collectif défini comme une coopérative intellectuelle qui propose via son site internet une information de grande qualité sur des contemporains de la vie intellectuelle et l'actualité éditoriale. Vous êtes un féru de littérature, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, votre premier ouvrage publié portait sur Jean Genet. Vous êtes spécialiste de l'histoire des enfants et de la jeunesse. Cependant, pour caractériser votre identité disciplinaire, je dirais que vous êtes en fait un historien pluriel, un historien qui explore les frontières de sa propre discipline, qui se risque à les explorer, qui explore les articulations possibles avec d'autres champs. Vos recherches portent notamment sur les relations entre histoire et mémoire, sur les relations entre histoire et littérature, et surtout, et nous y reviendrons, vous êtes porteur d'une proposition historiographique originale qui tend à inclure le jeu, l'auteur, l'auteur des recherches, dans le processus même de l'écriture. De votre riche et abondante bibliographie, je me limiterai à citer certains des ouvrages déjà parus en espagnol pour nos internautes mexicains et latino-américains. Ils sont déjà nombreux en espagnol. L'histoire des grands-parents que je n'ai pas eus, Historia de los abuelos que no tuve, qui a été publié par la maison d'édition Libros del Zorzal en Argentine, qui a reçu en France le prix Guizot de l'Académie française. L'histoire est une littérature contemporaine. La Historia es una literatura contemporánea, qui est un manifeste pour les sciences sociales, publié par Fondo de Cultura Económica. Laetitia ou La fin des hommes, pour lequel vous avez aussi reçu un prix prestigieux, le prix Médicis, et aussi, pour me limiter aux livres publiés en espagnol, Nouvelles perspectives sur la Shoah, que vous avez co-rédigé avec l'historienne Anne Viviorca, qui a été publié en Argentine par les éditions de l'Université de Quilmes, et très bientôt, et c'est pour ça que nous sommes avec vous aujourd'hui, Des hommes justes, dont nous allons parler au cours de l'émission, et qui sera publié en espagnol cette année par la grande maison d'édition Anagrama. Donc, une œuvre riche, diverse aussi, cohérente, on le verra, structurée autour de grands thèmes et de grands principes, tout autant théoriques qu'éthiques, je dirais. Car vous êtes l'auteur d'une œuvre que moi je qualifierais de sensible, qui se penche sur la souffrance de celles et ceux qui ont subi des violences extrêmes, non pas par un penchant morbide, mais précisément pour nous restituer les histoires de ces vies interrompues, dans le but, comme vous l'écrivez, de ne pas réduire la vie de quelqu'un à sa mort. Votre écriture vise, comme vous le dites très joliment, à réparer leur monde et aussi le nôtre. Vous êtes en fait, pour résumer, je qualifierais une sorte d'historien thérapeute. Et cette histoire sensible, cette histoire thérapeutique, vous l'exercez, ça sera l'objet de ma première question, dans votre dernier livre, Des hommes justes,
un ouvrage qui s'inscrit pleinement dans l'esprit de vos travaux antérieurs, et notamment dans la continuité de Laetitia ou La fin des hommes. Et il me semble, comme je le disais en introduction, qu'on peut lire comme un manifeste. Un manifeste en faveur de la justice de genre, cette nouvelle utopie sur laquelle on reviendra, qui, selon vous, se situe au centre du processus de construction démocratique. Dans ce livre, vous embrassez magistralement la longue histoire du patriarcat et des luttes féministes, et vous démontrez que la domination masculine apparaît bien comme un invariant. Vous éclairez la nature du patriarcat, un patriarcat qui contribue à justifier la subordination des femmes, mais qui aussi, très tôt, se trouve contesté par les femmes et par des hommes plus rares. Autre axe central de votre analyse, et c'est sur cela que j'aimerais entamer notre entretien, on voit courir de manière parallèle dans cette histoire la domination des hommes et la construction d'un certain type de masculinité, ce que vous nommez des masculinités viriles. Aussi, ce qui m'interpelle dans votre ouvrage, c'est qu'il constitue autant un travail sur ce que vous nommez les masculinités de domination et les privilèges qui en découlent, que sur la condition de la femme. Et c'est sur ce deuxième point, ce premier point, les masculinités de domination, que j'aimerais vous entendre. Ce que vous nous dites en fait, c'est la chose suivante. On ne naît pas homme, on le devient, et on en profite autant qu'on en souffre. Double question donc dont je mesure l'étendue, pour commencer. Votre ouvrage, est-ce qu'il s'adresse à la junte masculine? Et puis, dans un deuxième temps, que sont ces masculinités de domination? D'abord, permettez-moi de vous remercier. Ça me fait plaisir que vous m'ayez invité à cette émission et merci pour toutes les initiatives qui sont les vôtres. Voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver sur ce canal. Alors, le livre que j'ai publié, c'est un livre sur la domination masculine et les moyens d'en sortir. Donc, c'est un livre qui a un petit peu, en quelque sorte, deux aspects. D'abord, c'est une enquête historique sur les sociétés patriarcales. Et deuxièmement, c'est un traité politique, un manifeste pour une nouvelle utopie. Et cette nouvelle utopie, c'est l'invention de nouvelles masculinités qui seraient compatibles avec les droits des femmes et les droits de tous les hommes. Donc en quelque sorte, j'essaie de définir une morale du masculin, mais cette morale du masculin, elle doit être entendue sur le plan à la fois individuel et collectif. Une morale du masculin, ça renvoie à des comportements individuels, mais ça renvoie aussi à des luttes collectives, à des associations, à des partis, à des plateformes. Une des plus célèbres, c'est Ni Una Menos, par exemple, qui renvoie bien sûr à des luttes collectives. Et comme on l'a vu, il y a énormément d'hommes qui ont participé à ces plateformes au niveau sud-américain ou au niveau mondial. Donc cette morale du masculin, qui est aussi bien individuelle que collective, elle est fondée sur une notion que j'essaye de développer. Cette notion, c'est la justice de genre. Donc d'un côté, une enquête socio-historique dans le patriarcat, de l'autre, un traité politique, une utopie en quelque sorte. Donc ça renvoie à deux questions, deux interrogations. D'abord, ce que les hommes sont, et ensuite ce qu'ils devraient être. Ce que les hommes sont, et ça renvoie bien sûr à des formes d'injustice ou de domination ou de violence, et ce qu'ils devraient être, et ça renvoie à une réflexion qui est à la fois politique et morale. Alors, pour le dire de manière beaucoup plus simple, presque prosaïque, qu'est-ce qu'un mec bien? Qu'est-ce qu'un mec bien? Qu'est-ce qu'un mec bien dans le domaine privé, familial, amoureux, mais aussi politique, professionnel, dans l'administration, dans l'enseignement, dans l'entreprise. Bref, qu'est-ce qu'un mec bien? Et cette question nous traverse tous et toutes de manière très intime. Et je crois que se poser collectivement cette question, c'est parfois douloureux. C'est nécessaire, mais c'est aussi parfois douloureux parce que ça renvoie à des formes d'injustice qui, encore une fois, nous traversent aussi bien dans le travail que dans l'administration, dans l'entreprise, dans la famille ou dans le couple. Donc, le débat que j'ai voulu lancer par ce livre, c'est le débat des masculinités. Quelle masculinité voulons-nous? Et naturellement, ça entraîne une politisation du masculin. On ne peut pas répondre à cette question en restant simplement sur un plan psychologique. Ça renvoie à une politisation nécessaire du masculin.
Alors, j'en arrive à la question que vous posiez, c'est celle des masculinités de domination. Et là, c'est le premier aspect de mon livre, qui est une enquête dans la domination patriarcale. Alors, les masculinités de domination sont socialement et historiquement construites par un certain nombre d'apprentissages, de rituels et de violences. Alors, violence sur les femmes, mais aussi violence sur les garçons. Il y a tout le processus d'apprentissage du masculin se traduit par des violences psychologiques, voire physiques, sur les garçons, et aussi sur des hommes qu'on juge illégitimes, qu'on appellera des sous-hommes. Alors, selon les sociétés, les époques, ce seront par exemple les juifs, les noirs, les homosexuels, des hommes dont la masculinité est jugée indigne par les hommes qui précisément les dominent. Et j'ai voulu montrer que cette masculinité de domination renvoie à une forme de prison du genre. La prison du genre consiste à renvoyer les hommes, et notamment les garçons, à des injonctions, à des obligations qu'on connaît tous, ne pas pleurer, nier ses émotions, tenir bon, garder le contrôle, être agressif, autoritaire, affirmatif, compétitif, performant. Ça, c'est ce que j'appelle la masculinité de domination. Et une de ces formes, c'est l'ostentation. La masculinité d'ostentation qui se traduit par l'exhibition de sa vigueur ou de son désir ou de son courage ou de sa force physique. Donc la masculinité comme un excès est aussi bien sûr l'expression d'un pouvoir. Alors là encore, selon les sociétés et les époques, ça se traduit par une série d'attitudes, fanfaronner, parler haut, être toujours prêt à se battre, prendre des risques inconsidérés. Donc ce sont des hommes qui sont des matamores ou des hâbleurs ou des casse-cou. Alors dans la tradition française ou espagnole, le personnage du Cid et de Don Juan participe de cette masculinité d'ostentation parce qu'ils mettent en œuvre une culture du défi qui est hautement phallique et qui associe l'exhibition de la masculinité au culte de la performance. Alors bien entendu, il y a un prix à payer à tout ça, et le prix à payer, c'est la violence que subissent les femmes, bien sûr, mais aussi que subissent les hommes dans leur genre. Et ce prix à payer, c'est la violence, violence sur des hommes qui sont jugés méprisables, et aussi toute une série de mots qui sont des mots largement masculins, l'alcoolisme par exemple, ou des formes d'addiction, ou la culture de la transgression systématique, des accidents de la route. Presque 90% des auteurs et victimes d'accidents de la route sont des hommes. Et donc vous voyez que cette prison du genre se traduit directement par une surmortalité masculine. Donc on peut dire pour conclure que la virilité obligatoire, ça paye, mais ça se paye aussi. Et la victime de cela, c'est aussi le genre tout entier, le genre masculin, victime de cette prison, en quelque sorte. Et sur le thème de la junte masculine, moi j'ai senti ce livre comme, justement, on parlait de prison du genre. La prison du genre, elle est autant pour ce qui est défini comme féminin que pour ce qui est défini comme masculin. Est-ce qu'on peut lire aussi comme un texte qui s'adresse, qui est lancé à la figure des mâles? Il est évident que quand on écrit en tant qu'homme un livre qui s'intitule Des hommes justes, on s'adresse aux hommes principalement. Mais il est évident aussi que celles qui ont réfléchi depuis des décennies, des siècles, des générations sur la question et sur le problème, ce sont des femmes. Et pour vous donner un exemple qui relève de l'anecdote, quand j'ai présenté, toutes les fois où j'ai présenté mon livre dans des librairies, eh bien, le public était composé à 85% de femmes. Ça veut dire que quand vous faites un livre sur la justice de genre et les hommes justes, ben en fait, il n'y a que les femmes qui viennent. Et ça, c'est un problème. Ça fait partie du problème, c'est-à-dire que, bien sûr que je voudrais m'adresser aux hommes, mais au fond, pour, pour essayer de mettre en œuvre dans sa vie ou dans la société cette justice de genre, il faut d'abord avoir une réflexion très aiguë, profonde sur la question des discriminations, des inégalités, des violences,
Et bien souvent, cette réflexion, ce sont les femmes qui l'amènent. Donc, en fait, au fond, mon livre s'adresse aux deux sexes, aux deux genres, et notamment aux parents. Comment élever son enfant, comment élever des garçons, des filles, c'est une question qui traverse nos familles. Donc, bien sûr, il y a des hommes qui refusent les hiérarchies de genre, il y a des hommes qui refusent les violences, et depuis la fin du XVIIIe siècle, ces penseurs de l'égalité sont relativement, je dirais pas relativement minoritaires, mais il y a des hommes qui refusent les hiérarchies de genre. Alors en France, en Angleterre ou dans d'autres pays, ce seront par exemple Condorcet, Charles Fourier, John Stuart Mill ou Tahar Haddad en Tunisie. Bref, ce sont des pionniers, penseurs de l'égalité qui ont l'ambition de, en quelque sorte, mettre à niveau les femmes en termes de droits, c'est-à-dire hisser les femmes aux droits que les hommes possèdent déjà. Mais ces courageux pionniers masculins n'envisageaient pas de changer la vie des hommes, ni leur autorité, ni leur prépondérance de genre. Ils n'envisageaient pas non plus de dénoncer leurs propres privilèges, l'aristocratie de naissance des hommes et les atouts sociaux qui appartiennent aux hommes. Ce qui fait que ces hommes, bien sûr, voulaient penser l'égalité, mais ils n'avaient pas l'idée de remettre en cause les privilèges et la prépondérance des hommes. Et moi, ma différence avec eux, c'est que mon livre porte sur le masculin. La question, ce n'est pas simplement la parité ou l'égalité entre les femmes et les hommes. La question, c'est de changer la vie des hommes, d'inventer des masculinités nouvelles, parce qu'aujourd'hui, le masculin n'est plus évident. La norme masculine est terminée. En tout cas, peut-être pas concrètement, mais en tout cas, il est évident que depuis plusieurs années, le masculin n'est plus une norme en soi. Donc j'ai envie de dire, il est temps de repenser le masculin, il est temps de changer la vie des hommes autour des hommes. C'est autour des hommes de lutter contre le patriarcat. Parce que le patriarcat détruit les femmes, mais il empoisonne aussi la vie des hommes. Ce qui fait que la vie, l'injustice est dans nos couples, dans nos familles, dans nos bureaux, dans nos rues, dans nos cités. Et c'est la raison pour laquelle il me semble nécessaire d'inventer un féminisme inclusif, un féminisme qui inclurait les femmes, puisque ce sont elles, d'une certaine manière, qui ont inventé le féminisme, mais un féminisme qui ferait appel aux hommes, dans la mesure où il est temps aujourd'hui de repenser le masculin. Et en quelque sorte, les prochains succès du féminisme découleront de la réinvention des modèles masculins. On reviendra sur ce thème des nouvelles masculinités et de cette justice de genre qui nous oblige à repenser le masculin, le féminin. Mais il y a un point qui me paraît très important de ce que vous avez souligné et qui me permet de nous connecter à ma troisième grande question. Vous mentionniez Condorcet, Stuart Mill, Fourier. En gros, vous vous référez à des auteurs qui ont contribué à la construction d'un idéal démocratique et à un élargissement de l'horizon démocratique. Et là, c'est un point qui me paraît central dans votre ouvrage, après avoir défini ce qu'était le patriarcat, après avoir réfléchi à ces masculinités de domination, vous nous dites les luttes aujourd'hui féministes sont centrales pour l'élargissement de l'horizon démocratique. En fait, la justice de genre, ce n'est pas une lutte singulière, particulière, enfermée dans la sphère uniquement des femmes, mais c'est aujourd'hui un des plus grands défis, peut-être le grand défi de nos sociétés démocratiques afin d'approfondir la démocratie. Et vous établissez une corrélation très forte entre régime démocratique et justice de genre, et inversement d'ailleurs, et vous l'avez déjà mentionné, vous nous expliquez que dans les régimes autoritaires, totalitaires, cette critique, cette stigmatisation de l'effémination est présente à travers différentes figures, le minable, le juif, le noir, l'homosexuel. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, parce que là, ça me paraît très intéressant, tant d'un point de vue politique que d'un point de vue théorique, en quoi cette justice de genre, cet impératif éthique participe à la construction d'une nouvelle démocratie et de l'élargissement de l'horizon démocratique. Et surtout, ce qui vous permet, lorsque vous parlez de ça, ça vous permet de vous dire, moi en tant qu'homme, j'ai le droit d'être féministe. Et là, je vous cite à partir de cette petite phrase précise, incisive, ce n'est pas contre les hommes, mais contre le masculin qu'une politique féministe doit s'élever.
Donc ça me paraît très important parce que vous faites d'une pierre deux coups. À la fois, vous montrez qu'en tant qu'homme, vous pouvez être féministe et vous avez toute légitimité à parler pour les femmes, mais en même temps, enfin pas pour les femmes, mais contre la domination masculine. Et par ailleurs, vous nous dites que c'est un élément central pour passer d'une lutte particulière à quelque chose d'universel. Il me semble que la démocratie ne peut pas se définir sans justice. Alors, qu'est-ce que la justice? Ça peut renvoyer à la justice civile ou à la justice pénale. Et dans mon livre, Laetitia, qui est une jeune fille qui a été tuée à l'âge de 18 ans, son meurtrier a été arrêté et jugé. Dans Laetitia, j'ai montré comment la démocratie allait de pair avec cette justice civile et pénale qui consiste à faire respecter la loi et à défendre les plus fragiles. La démocratie, c'est lié aussi, c'est intrinsèquement lié à la justice sociale. La justice sociale qui consiste à permettre aux plus pauvres de sortir de leurs conditions, aux enfants des ouvriers d'avoir un autre destin que celui de leurs parents. La justice sociale, c'est l'idée que l'ascenseur social doit profiter à tout le monde et notamment aux plus défavorisés. Comme l'a montré Thomas Piketty, la démocratie va aussi de pair avec la justice fiscale, parce qu'il est fondamental que les plus riches contribuent davantage aux dépenses collectives. Et Thomas Piketty a bien montré que la réforme du capitalisme et de la fiscalité en particulier était indissociable du renouveau démocratique. Donc tous les philosophes, tous les économistes, tous les penseurs associent la démocratie et la justice. Mais il y a un point aveugle de cette réflexion, c'est la justice de genre. Et moi, je crois qu'il est fondamental de relier la démocratie et la justice de genre. Il est incroyable que les penseurs de la modernité démocratique, Kant et Rousseau, au XVIIIe siècle, aient été également des misogynes. C'est-à-dire que pour ces philosophes qui créent la morale et la démocratie, et notamment la démocratie sociale au XVIIIe siècle, pour ces penseurs, ils n'intègrent pas la question de la justice de genre. Pour eux, il peut y avoir une démocratie et en même temps des inégalités, des discriminations, des violences qui font des femmes des mineurs ou des inférieurs. Et moi, ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est que la démocratie est impensable et incomplète sans la justice de genre. Alors, qu'est-ce que la justice de genre? La justice de genre vise la redistribution des rôles, des responsabilités et des pouvoirs entre les sexes. La justice de genre vise une redistribution des responsabilités, des pouvoirs depuis les hommes vers les femmes, de la même manière que la justice sociale vise la redistribution des richesses. Ou pour le dire autrement, une société qui serait juste du point de vue de la justice de genre, c'est une société où le sexe ne serait corrélé à aucune inégalité sociale. Et évidemment, on en est bien loin. Donc, une société démocratique est une société où la justice de genre est défendue par les institutions, par l'État, par le gouvernement, mais aussi par les municipalités, les régions et bien sûr les associations, les partis et les individus. Donc la justice de genre, ça renvoie à des critères de justice, par exemple la masculinité de non-domination, la masculinité de respect. Ça renvoie aussi à une éthique de genre. C'est pour ça que sur le modèle kantien, je propose des maximes pour le masculin, par exemple une maxime de réciprocité. Je ne fais pas aux femmes ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse à ta fille ou à ta propre femme. Mais ça peut être aussi une maxime d'impartialité. Agis avec les femmes comme si tu ignorais leur sexe, c'est-à-dire comme si en fait tu t'adressais aussi bien à un homme qu'à une femme. Ça, c'est une éthique de genre sur le plan de l'impartialité, où il y a aussi une éthique de genre sur le plan de la réflexivité. Agis de telle sorte qu'on pourrait échanger ton genre avec celui de ton interlocutrice ou de ton interlocuteur. Au fond, le genre, c'est pas si important que ça, et on doit avoir une réflexivité vibrante vis-à-vis de son propre genre. Et puis, la justice de genre peut aussi être acquise par un certain nombre d'actions qui sont des actions subversives et qui consistent à dérégler le patriarcat
ou à soutenir les masculinités dissidentes. Bref, la justice de genre, c'est une manière d'atteindre une qualité de relation sociale. Et quand je dis relation, c'est une relation entre des genres ou entre des sexes. Et c'est donc tout à fait évident que les hommes doivent y participer. Redéfinir la justice de genre, redéfinir le masculin, ça requiert la participation des hommes, puisqu'il s'agit bel et bien d'une qualité de relation. Et la relation se fait à deux, entre les hommes et les femmes. Bref, comme dit John Stuart Mill, il s'agit de vivre avec des égaux, vivre entre égaux. Et on voit bien que les hommes ont pleinement leur rôle à jouer dans cette conquête de la justice de genre. Et les hommes justes, ce sont des gens, ce sont des hommes, des individus qui essayent de traduire en actes, collectivement, individuellement, cette justice de genre. Alors, Yvan Jablonka, précisément, pour continuer sur ce chemin de l'éthique, de la construction d'une éthique de genre, vous parlez d'une réfraction des masculinités. Donc, si on lit votre ouvrage comme un manifeste de la contre-masculinité, tout du moins telle qu'elle existe jusqu'à nos jours, qui propose comme forme d'action ce que vous appelez la désobéissance de genre, et qui s'inscrit finalement dans la continuité des travaux, d'une certaine manière, de Judith Butler, qui nourrit l'ambition de semer le trouble dans le genre, hein, comme l'annonce le titre de son livre, en construisant de nouvelles masculinités. Est-ce qu'on n'aboutit pas à dissoudre le genre? Vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas si important que ça, finalement, dans la relation, à dissoudre le genre, ou plutôt, je dirais plus à le fluidifier. En tout cas, à le contextualiser en permanence au travers de nos actes et de nos performances. Ce que je veux dire par là, c'est que la construction de ces nouvelles masculinités, qui ne renverrait plus à une volonté de fixer les attributs immuables de la masculinité et de la féminité, et qui permettrait de diffracter la masculinité, comme vous le dites, et comme vous l'écrivez, ne nous conduit-elle pas à dépasser in fine la problématique du genre elle-même? Car il me semble que vous compliquez le genre de la même manière que Barbara Cassin complique l'universel, hein, dans un livre qui s'appelle Compliquer l'universel, et vous nous dites, en quelque sorte, que la mutabilité ou la mutation, c'est la langue du genre. C'est-à-dire que ce qui devient central dans la définition de la relation genrée, ce ne sont plus les termes, ni même une relation fixée une fois pour toutes et d'une seule façon, mais le contexte, et là je vous cite, où un corps agit, le moment où s'exprime un choix de vie. Bref, il me semble que vous vous inscrivez ici, et vous me direz si je me trompe, mais c'est comme ça que je l'ai lu, dans la continuité de ce qu'écrivait Virginie Despentes dans King Kong Theory, et là je la cite, la virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilante que l'assignement à la féminité, et que par là, vous remettez radicalement en cause, c'est-à-dire à la racine, hein, la logique figée du genre. Donc, à partir de là, il me semble qu'on ne se posera plus la question de savoir qu'est-ce que ça exige au juste être un vrai homme, mais plutôt qu'est-ce que ça exige en vrai être un homme juste. Ce que vous introduisez, c'est même plus un trouble dans le genre, hein, je dirais, mais une véritable révolution permanente à travers cette éthique de genre. C'est comme ça que j'ai lu votre partie théorique et plus normative de propositions à la fois politiques et théoriques. En effet, quand on commence à définir le vrai homme, on entre dans ce que j'appelais tout à l'heure la prison du genre. Qu'est-ce que le vrai homme? Celui qui est musclé, celui qui ne pleure pas, celui qui tient bon, etc. Et ça renvoie à une prison du genre qui est mutilante pour les femmes et aussi asphyxiante pour les hommes. Je ferai la différence entre le modèle de virilité obligatoire, d'un côté, qui est mutilant, et de l'autre, ce que j'appelle les cultures viriles. C'est quoi les cultures viriles? Les cultures viriles, c'est des formes de sociabilité masculine qui renvoient à des passe-temps, des loisirs ou des divertissements. Jouer au foot, faire une soirée bière ou jouer aux jeux vidéo, par les voitures ou par les motos, ou faire des assados et s'occuper de faire cuire la viande. Avec toutes ces cultures viriles, il n'y a aucun problème. Et moi, en tant qu'homme, j'aime bien ces cultures viriles. J'y ai participé. Tous les hommes du monde ont joué une fois ou deux au foot et faire un assado dans son jardin le dimanche avec ses copains, il n'y a aucun problème. Donc, il faut faire la différence entre la prison du genre, qui est un modèle unique, univoque et asphyxiant et potentiellement violent, et de l'autre, les cultures viriles qui sont des sociabilités et des loisirs. Et j'ai aucun problème avec ces cultures viriles.
du moment qu'elle ne porte aucune discrimination, aucun mépris, aucune violence et aucune imbécilité misogyne. Donc, ce débat renvoie à ce que j'appellerais l'archaïsme masculin. L'archaïsme masculin, ce n'est pas le fait de jouer au foot ou de faire des assados. L'archaïsme masculin, c'est le fait de ne pas comprendre que la modernité politique est liée à la justice de genre. Tant d'hommes sont encore dans l'ancien monde. Tant d'hommes sont encore dans l'ancien monde, c'est-à-dire qu'ils ont encore le sentiment de leur suprématie virile en tant qu'hommes, au détriment des femmes et de ceux qu'ils appellent des sous-hommes, par exemple les juifs ou les homosexuels, etc., etc. Donc, où est la modernité aujourd'hui? La modernité aujourd'hui, elle est du côté des femmes. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui, depuis le XVIIIe siècle, se battent en faveur de l'égalité. Et si la modernité politique se définit par la démocratie et l'égalité, eh bien, il faut bien constater que ce sont les femmes qui sont les plus modernes. Donc, aux hommes de se remettre en cause, autour des hommes de lutter contre le patriarcat. C'est enfin aux hommes de devenir modernes. Et je crois que là, il y a un défi presque anthropologique, et en tout cas politique, qui consiste à demander aux hommes d'être enfin modernes, c'est-à-dire de se remettre en cause, de connaître l'histoire du patriarcat, de constater que la démocratie va de pair avec la justice de genre, aux hommes aussi d'inventer de nouveaux modèles qui ne soient pas simplement les modèles de la virilité obligatoire. Alors évidemment, quand on écrit un livre qui s'appelle Les hommes justes, on doit être capable de définir en quelque sorte cette justice de genre pour le masculin pour le masculin du 21e siècle. Alors, la remise en cause, ça je crois que c'est quelque chose d'évident, de naturel, de nécessaire. Les hommes doivent être capables de se remettre en cause, c'est-à-dire d'être sensibles aux rapports de pouvoir, être conscients de leurs propres privilèges et être capables de se critiquer, mais aussi d'être sensibles, d'être ouverts à la critique que des millions de femmes leur adressent dans le couple, dans la famille ou dans la société plus largement. Deuxièmement, je crois que les hommes justes peuvent essayer de vivre l'égalité. Pas simplement promouvoir l'égalité comme une valeur théorique, une valeur philosophique, mais vivre l'égalité. C'est-à-dire partager le pouvoir, la parole, le sacré dans la vie quotidienne, dans le couple, au travail, dans les administrations, dans les entreprises, etc. Enfin, je crois qu'il s'agit de prendre parti. Prendre parti pour les droits des femmes, mais aussi en faveur des nouvelles masculinités que j'ai définies dans mon livre. Donc ça renvoie à des nouvelles solidarités. Les solidarités les plus primaires dans une société consistent à être solidaire des hommes quand on est un homme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas dénoncer le viol, parce qu'ils se disent, bon, entre hommes, peut-être qu'il y a une forme de connivence ou de solidarité. Mais moi, je crois qu'il faut inventer de nouvelles solidarités. Et ces nouvelles solidarités consistent à prendre systématiquement le parti des droits des femmes et à briser les situations de connivence masculine quand le masculin renvoie à la violence, à l'inégalité ou à la discrimination. Et les propos de vestiaire, ou de manière plus grave, des formes de solidarité avec les violeurs, doivent être dénoncés. Je crois qu'il est nécessaire de briser cette connivence masculine dès lors que le masculin est synonyme de violence, d'injustice ou de discrimination. Donc, c'est ce que j'appelle cette désobéissance de genre. La désobéissance de genre pousse les hommes ou incite les hommes à adopter d'autres modèles que la masculinité de domination, et elle incite aussi les hommes à rompre avec la connivence masculine. Et je ne donnerai qu'un seul exemple. C'est un exemple sous la forme d'une question. Pourquoi la plupart des hommes misogynes sont aussi des hommes homophobes? Pourquoi les hommes qui méprisent les femmes méprisent aussi les homosexuels? Eh bien, je crois que ça renvoie à une construction biaisée, archaïque, délétère du masculin. Et dès lors qu'on est à la fois en faveur des droits des femmes et des droits de tous les hommes, et notamment des droits des homosexuels, on voit bien que ça conduit à briser une forme de connivence masculine
connivence masculine décrite, définie de manière bancale comme une espèce de petit club masculiniste qui se permet de dominer et de faire promouvoir, de faire reposer la société sur l'injustice au profit des hommes. Yvan Jablonka, dans la première partie du livre, vous revisitez l'histoire du patriarcat, on en a parlé. Dans la deuxième partie du livre, vous fondez, et vous avez cette ambition de fonder un universel inclusif, je dirais, tout ce que l'universel a laissé en dehors, aux marges, ou contre lequel parfois il s'est construit, notamment les femmes. Donc, vous refondez en gros, et vous dites que pour réinventer et refonder la démocratie, il faut reprendre et prendre en considération ce qui a été laissé à l'extérieur de l'universel, ou ce contre quoi l'universel s'est construit, d'une certaine manière parfois, ou a ignoré. Et dans la dernière partie, là, vous revenez à quelque chose de plus personnel et vous réinscrivez, une fois encore, le sujet qui est écrit dans votre travail. Et donc, j'aimerais pour terminer, aborder, parce que c'est quelque chose d'important dans votre stratégie d'écriture et dans votre manière de démontrer les choses, d'être au centre. Donc, j'aimerais revenir, pour terminer, sur la stratégie d'écriture qui renvoie en fait à votre conception du travail d'historien, que vous définissez, là je vous cite très joliment, par la formule suivante. Le métier d'historien consiste à ajuster un trouble individuel à des tectoniques sociales pour comprendre comment l'histoire nous traverse. Et on constate de ce point de vue-là une grande cohérence dans votre œuvre. Car dans vos ouvrages, vous vous exposez toujours. Hein, et vous n'évitez pas le thème du sujet qui est écrit, du jeu. Vous ne rechignez pas à mettre en avant votre propre sensibilité. D'ailleurs, vous dites « ma sensibilité et ma rigueur », et EST, hein, du verbe être, ma sensibilité et ma rigueur. Cette exigence de sensibilité réflexive, était-elle finalement encore plus nécessaire dans ce livre sur les masculinités que dans les précédents? Et double question, mais c'est lié, hein, et cette volonté d'inscrire le jeu dans l'écriture, comment et en quoi s'articule-t-elle à votre ambition affichée dans le livre, présentée dans le livre, de démasculiniser les sciences sociales? Parce que c'est vrai que s'il y a bien un milieu dans lequel jusqu'à présent on a peu parlé du machisme, de la domination masculine et de la nécessité de démasculiniser, c'est le nôtre. Ça commence à arriver, mais il y a un fort tabou là-dessus. C'est peut-être des formes plus élégantes de dominer, mais en tout cas, elles sont bien présentes. Pour répondre à votre question, j'ai un peu besoin de parler de moi. Alors, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose que je fais en tant que chercheur dans la plupart de mes livres. Et il est vrai que démasculiniser les sciences sociales, c'est aussi réfléchir sur ma pratique, mon milieu, le milieu académique, ainsi que ce que j'appellerais mon parcours de genre. Alors, si j'ai fait ce livre, Des hommes justes, c'est parce que j'ai reçu une éducation globalement traditionnelle. C'est plutôt mon père qui parlait à la maison, qui travaillait davantage que ma mère, et en même temps, la situation de victime de la Shoah mettait mon père dans une forme de vulnérabilité qui venait troubler le modèle masculin habituel. Et puis, quand à l'adolescence, je me suis senti en quelque sorte mal à l'aise dans le modèle viril. Je ne me sentais pas comme les autres garçons, je me sentais en quelque sorte moins fort, moins musclé, moins assuré. Et à l'adolescence, j'ai senti cette espèce de décalage avec le modèle viril. Et quand je suis devenu historien, j'ai fait des choix qui étaient des choix bien peu masculins. J'ai travaillé sur les enfants abandonnés et les femmes qui sont poussées à les délaisser. Et travailler sur les mères qui abandonnent au 19e, c'était aussi réfléchir sur la misogynie d'État dans la France du 19e siècle. Enfin, un an avant MeToo, en 2016, j'ai publié un livre à propos d'une jeune fille tuée à l'âge de 18 ans, Laetitia, et c'était une réflexion sur la violence masculine qui a progressivement fragilisé puis détruit Laetitia en moins de 20 ans. Ensuite, enfin, en 2017, a éclaté le mouvement MeToo, qui était la remise en cause de tout un système de domination.
Pas simplement les violences sexuelles et les modes de séduction, mais aussi le système de domination dans le couple, la famille, dans la ville, au travail, etc. Et donc, le moment MeToo, l'explosion de MeToo, a porté au jour des tendances, des réflexions, des sentiments, des malaises qui étaient latents ou explicites en moi depuis presque l'enfance. Et c'est pour ça qu'il y a eu en quelque sorte une rencontre heureuse sur fond de malheur, d'injustice et de violence, mais il y a eu une rencontre heureuse qui m'a déterminé à écrire ce livre Des hommes justes. Bien entendu, ce livre serait impossible sans l'extraordinaire dynamisme que les femmes ont donné à ce mouvement MeToo, qui est un mouvement planétaire. Alors, ce mouvement MeToo, on peut le comprendre comme un mouvement de révolte, un ras-le-bol de millions de femmes dans le monde entier vis-à-vis des violences, du harcèlement de rue, vis-à-vis des inégalités dans le couple, au travail, etc. Alors, ce qui m'a frappé dans ce mouvement MeToo, ce qui m'a frappé, c'est le silence des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont trouvés un petit peu en quelque sorte gênés par ce mouvement MeToo, comme s'ils se sentaient en quelque sorte mis en cause. Et en effet, c'était une mise en cause collective des hommes et du masculin, mais moi j'ai voulu plutôt que de garder pudiquement le silence, comme si tout ça, ça ne concernait pas les hommes, plutôt que de rester dans un silence pudique, j'ai préféré parler, j'ai préféré intervenir, et ma manière d'intervenir, ça a été de faire ce livre, Des hommes justes, c'est-à-dire non pas moi, parce que je n'ai pas le sentiment dans ma vie d'être un homme juste, même si j'essaye, mais bon, c'est tout ça, et bien sûr, ça renvoie à des choses beaucoup plus compliquées qu'une volonté de la part d'un mari, d'un père, d'un conjoint, etc. Donc j'ai voulu, en tant que chercheur, en tant qu'intellectuel, définir la justice de genre et envoyer un livre au visage de tant d'hommes pour leur dire, est-ce que toi, tu es juste? Et bien souvent, la réponse est non. Qu'est-ce qu'un homme juste? Comment pourrait-on contribuer au bonheur collectif et à la démocratie en tant qu'homme? Comment réinventer le masculin? Comment politiser le masculin? Et ça, je crois que c'est fondamental de se poser la question en tant qu'homme, plutôt que de garder le silence ou plutôt que de regarder ailleurs. Donc j'ai voulu, en tant qu'homme, en tant que chercheur, en tant que père de famille aussi, bien sûr, me demander ce qu'est la justice de genre. Et en ce sens, vous voyez qu'il y a un lien entre mon travail de chercheur et d'historien et mon intervention publique en tant qu'homme. Oui, d'une certaine manière, je m'expose. Je m'expose parce que je n'ai pas la prétention d'être un homme juste, mais en revanche, en tant qu'homme, je me demande ce qu'est un homme juste, ce que théoriquement il faudrait faire pour parvenir à cette justice de genre en tant qu'homme. Donc le lien entre les sciences humaines et la démocratie est évident. Le lien entre mon travail d'historien et l'approfondissement de la justice de genre et de la démocratie, ce lien est évident. Donc pour le dire autrement, je bouscule l'ordre des savoirs de la même manière que je conteste l'ordre du genre. Alors j'ai choisi de m'exposer de plusieurs manières. D'abord en mettant en œuvre ce que j'ai appelé une contre-masculinité, de même que Pierre Rosanvallon évoque la contre-démocratie. La contre-démocratie, c'est une qualité de vigilance interne à la démocratie qui permet de l'approfondir et de la rendre plus performante, plus vibrante. Et de la même manière, la contre-masculinité, c'est une réflexion à l'intérieur du masculin de la part d'un homme contre le patriarcat. J'ai essayé aussi de mettre en œuvre une masculinité dissidente. On parlait à l'instant de désobéissance de genre. Qu'est-ce que la désobéissance de genre pour moi, historien? Eh bien, ça consiste par exemple à choisir des sujets d'historiens qui sont très peu masculins. Moi, plutôt que de travailler sur les grands hommes du 19e ou du 20e siècle, je n'ai pas fait une biographie de Simon Bolivar, je n'ai pas fait une biographie de Churchill, ni de Napoléon, ni de De Gaulle. En revanche, j'ai choisi de travailler sur des femmes anonymes, Laetitia ou ma grand-mère. J'ai travaillé aussi
sur les femmes qui, au XIXe et au XXe siècle, ont abandonné les enfants, leurs enfants, parce qu'elles étaient souvent victimes de violences ou d'une misogynie d'État. J'ai fait aussi le choix de la désobéissance de genre dans ma méthode. Par exemple, j'ai toujours essayé d'associer les sciences humaines à la littérature. Et quand on fait des sciences sociales et qu'on parle de littérature, on est toujours regardé de haut par les mandarins qui trouvent que vous n'êtes pas un vrai homme, vous n'êtes pas un vrai mandarin, vous n'êtes pas un vrai intellectuel parce que vous parlez en termes de littérature ou d'écriture. Eh bien moi, ça ne me dérange pas d'assumer ce qui peut paraître comme une dimension féminine, voire féministe. Oui, je pense que l'histoire est une littérature contemporaine et qu'on peut associer des formes nouvelles de sciences sociales à l'écriture ou à la littérature. C'est une manière d'associer traditionnellement ce qui est masculin et ce qui est féminin, ou en tout cas ce qui, depuis le XIXe siècle, est perçu comme une espèce d'aridité masculine, les sciences sociales, et de laisser aller féminin le littéraire. Bien sûr, tout ça, ce sont des constructions sociales et de genre, mais moi, en tout cas, en disant que l'histoire est une littérature contemporaine, vous voyez bien qu'il y a une forme de dissidence. Enfin, je n'ai jamais fait mystère de mon parti pris féministe, et dès le moment où j'ai écrit Laetitia, j'ai dit que j'avais honte de mon genre dans la mesure où mon genre était associé à la violence, à l'injustice ou aux discriminations. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que tous les hommes soient comme ça. Bien entendu, il y a des millions d'hommes qui sont de bons pères, de bons frères ou de bons maris. La question n'est pas là. La question est dans le parti pris féministe et la volonté de rejoindre en tant qu'homme les luttes pour la justice de genre. Donc, vous le voyez, pour conclure, je dirais que j'essaye individuellement et collectivement de remettre en cause l'ordre du monde. L'ordre du monde dans sa dimension de genre, mais aussi dans sa dimension académique. L'ordre du monde tel qu'il existe aujourd'hui, dans sa dimension de genre ou dans sa dimension académique, cet ordre du monde est à la fois injuste et stérilisant. Et on en vient à mon sentiment de révolte. Oui, j'ai un sentiment de révolte très camusien, un sentiment de révolte camusien qui me pousse à remettre en cause ce qui me paraît injuste et stérilisant dans le monde tel qu'il existe aujourd'hui, le monde académique ou le partage du pouvoir entre hommes et femmes. Alors oui, c'est ma manière de réparer le monde en tant qu'historien et aussi bien sûr en tant qu'homme. Yvan Jablonka, il y a une chose que j'ai gardée pour la fin, c'est le titre de votre livre. Pourquoi ce titre? Au-delà de l'aspect éthique, hein, ce titre est une réponse et un hommage à une phrase de Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, une des premières féministes dans le monde, qui à la fin du XVIIIe siècle a rédigé une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et au début de son texte, elle interpelle les hommes en disant « Homme, es-tu capable d'être juste ?» Et bien plus de 200 ans après la mort de Olympe de Gouges, sa phrase, son apostrophe, n'ont pas perdu de leur force et de leur brûlante actualité. Intituler mon livre Des hommes justes, c'était bien sûr un hommage au travail de Olympe de Gouges et à toutes les féministes. C'est-à-dire que, bien entendu, je ne donne de leçons à personne, mais même c'est le contraire. J'essaye d'intégrer la critique féministe dans ma réflexion et aussi, bien sûr, dans ma vie individuelle. Et donc, reprendre cette phrase d'Olympe de Gouges plus de 200 ans après sa mort, c'était une manière de dire que justice et masculin sont encore trop souvent opposés. Et moi, je voudrais essayer de réconcilier le mot justice et le mot masculin pour répondre aux défis que les féministes lancent aux sociétés démocratiques depuis la fin du XVIIIe siècle. Homme, es-tu capable d'être juste? Ben, cette fois, c'est un homme qui te pose la question. merci beaucoup Yvan Jablonka. Je pense qu'à travers cet itinéraire
grâce à cet itinéraire, à travers votre œuvre, enfin ce dernier livre, mais votre œuvre plus généralement, puisque vous avez mentionné plusieurs de vos livres, l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eus, l'histoire et la littérature contemporaine, Laetitia, vos travaux aussi sur les enfants de l'assistance publique. Donc, je pense que là, on comprend mieux ce que je disais au début, quand je parlais d'historien thérapeute ou d'œuvre totale. Quand je parle d'œuvre totale, je veux dire que c'est une œuvre qui est théoriquement forte, fondée, qui est une œuvre aussi éthique, qui est une œuvre aussi politique et une œuvre sensible. Vraiment, là, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de totalité sans dogmatisme et puis une volonté de réinventer la démocratie et d'élargir l'horizon de l'universel. Et de ce point de vue-là, je prendrai, pour terminer, appui sur ce que disait Virginie Despentes, qui n'est pas la plus tendre des féministes. Et elle écrivait il y a cela déjà 15 ans, et elle interpellait les hommes, elle, hein, à la façon de l'âme de gauche, et elle disait, ils aiment parler des femmes, les hommes, ça leur évite de parler d'eux. Mais pour l'instant, rien concernant la masculinité. Et de conclure par une question qui avait des allures d'injonction, à quand l'émancipation masculine? Je crois que c'est chose faite, en partie grâce à vous, Yvan. Et je terminerai par cette phrase empruntée encore une fois à Virginie Despentes. Merci pour nous, merci pour eux, merci pour elles et pour tous les autres. Merci à vous, merci beaucoup.